Vous écoutez Chef, le premier podcast qui vous fait découvrir l'histoire personnelle, la vie des plus grands noms de la gastronomie française. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode de Chef, avec aujourd'hui le récit d'un des plus grands noms de la gastronomie française. Rendez-vous m'est donné à 1100 mètres d'altitude, à Megève. Vous l'avez compris, je viens de pousser la porte du Flocon de sel, la célèbre table du chef Emmanuel Renaud. Col bleu, blanc, rouge, 3 étoiles pour ne citer que les 2 distinctions qui font de cet homme une certaine idée de l'excellence culinaire. Je me présente à la réception, on m'annonce et le chef débarque d'un pas franc, poignée de main tout aussi déterminée. On doit se retrouver le lendemain matin pour réaliser l'entretien. Mais on peut attaquer maintenant, non ? C'est sa proposition. Et je comprends qu'il n'est pas du genre à y aller par 4 chemins. On va droit, et vers ce qu'on doit faire. Et même si j'ai quelques kilomètres dans les jambes, je vois bien que c'est pas une donnée considérable. Et puis, si on finit pas ce soir, on reprendra demain matin. Ok chef, donc go en cuisine où je m'installe sur une table à quelques mètres de sa brigade. Il va s'installer face à moi, car comme ça, il peut voir son équipe travailler. Et c'est parti. Il va falloir que je suive cet homme qui commence à me raconter son histoire et en 30 secondes est déjà en train de me parler de ses débuts au crayon. Il va falloir ralentir. Pour cet épisode, j'ai été assisté au montage par Thomas Ladonne. Je m'appelle David Ordonneau, vous écoutez Chef et vous allez entendre l'histoire d'un homme à qui j'ai donc dû dire tout de suite « Chef, il va falloir qu'on prenne le temps car moi, je veux tout savoir de votre histoire ». Emmanuel Renaud a donc repris le fil et sous son horloge coucou que vous entendrez au cours de l'épisode, il va finalement prendre des heures pour nous livrer la manière dont il a bâti une carrière remarquable. Vous allez voir, ça paraît assez fluide, normal, car ce chef, c'est le genre de type qui vous invite à faire une marche en montagne et vous emmène au sommet du Mont Blanc. Voici l'histoire d'Emmanuel Renaud. Né en région parisienne, ensuite entre Laon et Reims dans l'Aisne. Mes parents sont poissonniers, donc on est quand même rattaché aux produits de qualité. Alors le poisson, donc j'ai été baigné dans la poissonnerie en étant jeune. Et ça me passionnait parce que c'est vraiment un métier à part entière. Et on a un vrai lien, nous, quelque part dans notre métier de cuisinier, on est un petit peu poissonnier à certains moments, on est boucher à certains moments, on s'occupe un petit peu on a plein de cordes à notre arc, peut-être pas aussi pointu qu'un poissonnier pourrait faire que ça, mais en tout cas, ça m'a servi dans ma formation. Et c'est mon quotidien, c'est la naturalité du produit. Il y a des époques où on fait pas attention le bonheur qu'on a d'avoir des bons produits. On n'a pas ce rapport avec le bon produit, parce que c'est vrai que en étant proche dans la poissonnerie, on avait encore la chance d'avoir des gros turbos, des grosses langoustines, des gros homards. Il y avait tout à profusion. On pouvait avoir tout. Maintenant, on a une vraie difficulté à avoir les produits, malgré que je me suis complètement, j'ai exclu complètement les poissons de mer pour me rapprocher des poissons de lac. Mais je vois la difficulté à avoir le produit en général, et pas que le poisson, tous les produits, c'est vraiment un métier à part entière d'avoir le sourcing. En tout cas, moi, même dès mon plus jeune âge, je suis attaché aux produits, à la nature. Je suis ramasseur de champignons, même gamin. Donc j'ai des parents qui sont poissonniers, des grands-parents qui sont cultivateurs. Donc j'ai des vrais liens avec la nature. On a toujours la ferme familiale qui est toujours dans la maison. Et c'est vrai que j'ai eu ce rapport avec le produit. Alors ils avaient des vaches laitières, ils avaient des céréales, ils avaient des betteraves. C'est entre Laon et Reims. C'était pas du côté des chardonnays champenois ou des pinots noirs ou des pinots meuniers. Non, c'était du côté plus de la betterave. Bien sûr, on mange beaucoup de poissons.
Bien sûr, ma mère cuisine très bien, mais va cuisiner une cuisine familiale. Ça veut dire ça va être de la blanquette, elle fait des quenelles de poisson, elle va faire des poissons entiers, elle va faire oui, elle cuisine très bien, des bons gratins dauphinois, mais c'est une cuisine qui est assez classique, une cuisine de ménagère. On est d'une part ma mère en tant que poissonnière, les journées sont quand même bien occupées, donc on n'a pas non plus, elle a pas le temps de préparer des grands repas, mais malgré tout, il y a des repas du dimanche où on a plus le temps, où il y a plus en tout cas, on mangeait des bons produits. On avait la chance d'avoir des voisins. Alors, il y avait une vraie solidarité dans ce milieu de Bouches, où on avait une rue commerçante où il y avait un maraîcher, il y avait un volailler, il y avait même une boucherie chevaline à côté, je me souviens. Donc il y avait vraiment un esprit de village où il y avait vraiment le sourcing du bon produit. Des commerçants de village où on avait vraiment des choses où il y avait vraiment un vrai contact avec le beau et le bon. Mais c'était naturel à cette époque-là. Donc il y avait pas cette recherche qu'on a du mal à avoir maintenant. Et vous projetez comment à cette époque? Est-ce que vous réfléchissiez quand vous étiez enfant? Vous voyez quoi? Vous rêviez quoi? Je me voyais plus, en tout cas rattaché à la nature certainement, sans le savoir, mais en tout cas je me voyais plus à faire de la moto et aller me balader à l'extérieur dans la nature que être dans une cuisine. J'ai un amour pour la montagne dès mon plus jeune âge, parce que j'ai des contacts sur des amis sur Saint-Gervais auxquels je vais depuis l'âge de 2 ans. Donc j'ai un vrai attachement au pays du Mont-Blanc dès mes premiers pas. Et puis je pense que c'est ça qui a un petit peu orienté ma vie. Parce que j'ai avant de vouloir en tout cas savoir ce que j'allais faire, j'étais certain de pouvoir me rapprocher de la montagne pour vivre à la montagne. Alors après, je sais pas comment, j'aurais pu être plombier, électricien, mais en tout cas on savait dans quel environnement ça allait se faire. Un métier manuel d'une façon comme d'une autre et en tout cas à la montagne, oui. J'ai mon frère qui est déjà dans la sommellerie. J'ai pas vraiment de déclic, mais en tout cas, peut-être que mon frère dans la sommellerie m'oriente en me disant tiens, cuisinier, c'est un joli métier. Et je me souviendrai toujours, mon grand-père m'avait dit c'est un métier où t'auras toujours chaud et t'auras toujours à manger. Donc c'était ces rapports à la guerre où ils avaient eu des moments où la chose la plus importante c'était pas de savoir ce qu'on allait faire, c'était d'avoir à manger. Je suis pas passionné par l'école. Je pense que c'est l'école qui me passionne pas. Je suis plus attiré vers un métier manuel et je me retrouve et à cette époque-là, je suis plus passionné par faire de la moto que par faire de trouver un vrai métier. Donc je prends le métier de cuisinier sans réelle passion. J'aime la cuisine, j'aime ce que je fais, mais j'ai d'autres passions qui sont plus fortes que la cuisine. Même si je fais mon métier assidûment, bien, je trouve ça assez facile. Je trouve que c'est contrairement à l'école où je suis pas passionné, j'ai quand même cette facilité de pouvoir refaire et puis d'avoir des diplômes. C'est qu'un CAP, mais sans forcer, sans rien faire. Je suis plus à m'occuper de mes entraînements de trial que de faire mon métier de cuisinier. Je me retrouve à ce moment-là à 18 ans à me dire bah tiens je vais partir à l'armée. Et donc je pars à l'armée chez les chasseurs alpins à Chambéry. Donc parce que j'ai vraiment cette envie d'aller vers la montagne. Donc à ce moment-là, je pars là-bas. Chasseurs alpins, c'est pas rien. C'est une légende, c'est une institution, c'est un nom qui impressionne beaucoup. C'est pas vraiment une planque, les chasseurs alpins. Non, mais c'était pas une planque que je cherchais parce que quand je fais une préparation militaire pour pouvoir être sûr d'aller dans les chasseurs alpins et oui, c'est ça.
Il y a une exigence. Et il me demande mon métier, ce que je veux faire. Et je leur dis pas du tout que je suis cuisinier. Ah ouais. Je leur dis pas du tout parce que je veux surtout pas vous retrouver derrière le truc à faire la purée ou la purée ou autre chose, mais en tout cas pour 600 appelés. Donc je leur dis surtout pas que je suis cuisinier. Donc et à ce moment-là, je me retrouve j'ai une belle condition physique de sport, donc je me retrouve dans les transmissions à Chambéry et donc à pouvoir faire ce que je veux. Ça veut dire de la montagne tous les jours. Être en contact avec la nature, été, hiver. Donc je passe une année extraordinaire à Chambéry au 13e BCA où là je suis vraiment passionné de montagne et puis voilà. Donc j'ai une vraie belle année. Je suis presque à 2 doigts même de m'engager. Et puis parce que j'aime la rigueur, j'aime la discipline. Je trouve que c'est une belle école de la vie, l'armée. Et en revenant, je décide d'aller à Paris pour travailler. Et donc exit l'armée, mais vous vous dites je vais quand même essayer de garder l'exigence et du coup quoi. Et je pars à Paris et je vais à la Société des cuisiniers et pour faire des extras dans Paris. Donc je devais certainement être fauché après l'armée, donc je me retrouve à me dire bah tiens il faut quand même parce que l'armée on n'était pas vraiment payé. Donc je me retrouve à Paris à partir tous les matins avec ma mallette de couteaux c'était la Société des cuisiniers. On arrivait le matin, ils nous disaient bah tiens faut que t'ailles là, tu vas à tel endroit, ils ont besoin d'un commis 3 jours, ils ont besoin d'un extra là, c'était assez bien payé entre guillemets par rapport à un emploi fixe. Mais c'est dur parce qu'à chaque fois il faut se reprojeter dans une nouvelle maison, les codes, la hiérarchie. Ouais, mais après quand on vient en extra, on est là pour faire du one shot, c'est-à-dire qu'on est on est un peu mercenaire, on arrive, on a des tâches à faire, tac tac, on tape dedans, on est assez faut qu'on soit efficace parce que si on a envie qu'ils nous reprennent s'ils ont besoin, faut être bon. Donc mais c'est une sacrée école pour démarrer quand même. Ouais, c'est pas mal de se dire qu'il faut se plonger tous les 3 jours ou tous les jours dans un nouvel environnement. Et puis c'est une époque où les grandes maisons de Paris qui me faisaient rêver parce que mon frère à cette époque-là travaille chez Robuchon. Robuchon malgré tout c'est quand même une personne qui est inspirante. Et c'est vrai que je pense qu'à ce moment-là, dans mes contacts et dans les personnes que j'ai rencontrées, c'est quelqu'un qui a vraiment été un modèle de travail et de rigueur. Donc le fait d'être compagnon du Tour de France, d'être meilleur ouvrier de France, d'avoir tout réussi dans sa carrière et puis d'avoir réinventé la cuisine. Je pense que c'était un précurseur dans la cuisine qui est actuelle. Et donc c'est vraiment un modèle de vie de personne. Donc je vais justement voir Robuchon pour avoir un entretien, pour suivre la trace. Et à ce moment-là, j'ai un entretien avec le pays Robuchon et il me dit tu reviendras dans quelques années, mais il y a déjà ton frère qui est dans la maison. Et j'ai des codes dans la maison. Il y a jamais 2 personnes de la famille qui travaillent dans la maison. Donc il me dit le jour où ton frère sera plus là, reviens te présenter. L'obstacle. Et à ce moment-là, mais c'est des valeurs qu'il avait. C'est ses valeurs et je les respecte. Et donc je travaille pendant quelques mois à l'auberge du Loti. À l'hôtel Loti, pas l'auberge. J'habitais à l'époque, je crois, du côté de Versailles. Donc j'avais une heure de RER ou 3/4 d'heure de RER avant d'aller travailler. Et puis un soir, je décide d'aller taper à la porte du Crillon. Et c'est vrai que le fait de passer tous les soirs devant le Crillon, de prendre la bouche de métro, puis je me souviens pas de la ligne, mais en tout cas c'était mon trajet du Loti à y aller tous les jours. Et puis un soir, je sais pas pourquoi, je prends pas la bouche de métro, mais je vais frapper à la porte. Et à l'époque, il y avait Christian Constant et Éric Fréchon et Yves Candevort qui étaient sous-chefs. Et à ce moment-là, grande époque. Ouais, et puis j'en oublie parce qu'il y avait tellement de pépites on va dire un chaudron de chefs passionnants. Banquetel, Piège, ils sont tous passés dans la foulée. Tout le monde il y a eu pas mal de monde. Ouais. Et je me retrouve j'ai le culot un soir en sortant du Loti d'aller frapper à la porte et je leur dis ils me disent qu'est-ce que t'es? Je suis demi-chef de parti au
au loti. Ça fait quelques mois que je travaille là-bas. J'ai entendu parler de votre maison, puis c'est vrai que c'était une maison qui à l'époque était vraiment une belle dynamique. Ouais, ça réinvente. C'était la maison parisienne par excellence, une des meilleures tables de Paris certainement, en tout cas dans les hôtels. Et à ce moment-là, Constant me dit il y en a un qui est parti ce matin parce que c'est à l'époque où ils avaient des piles de CV à plus quoi savoir en faire. C'est une autre époque ça aussi. Une autre époque et ils me disent demain matin à 8h. Ah oui. Et je retourne au loti, je vais voir le chef, je lui explique, il me dit c'est l'opportunité, vas-y, hop, t'y vas et voilà. Et donc le lendemain à 8h, je me retrouve avec ma mallette de couteau et voilà. Donc je passe. On n'a pas l'impression que vous soyez souvent impressionné par les endroits où vous arrivez déjà, même alors que vous êtes jeune à ce moment-là et que. Si, c'est impressionnant. Ah oui. C'est impressionnant, je veux dire, c'est parce que quand on arrive et qu'on est demi-chef de partie, on se retrouve commis en bas de l'échelle et puis c'est comme ça. Et à l'époque, il y avait Gilles Marchal, il y avait Felder et puis notre regretté pâtissier Laurent Janin. Donc il y avait les 3 personnes qui étaient là en pâtisserie, qui étaient juste de l'autre côté de mon poste. Il y avait l'équipe d'extraterrestres, il y avait l'équipe de la Champions League, c'est ce que la Champions League qui était là en cuisine. J'étais parachuté avec les meilleurs professionnels de la place de Paris au même endroit. Donc c'est vrai que et puis je suis assez besogneux et travailleur. Donc moi s'il fallait partir l'après-midi, moi je restais pour voir comment ça se faisait, pour apprendre des petits tours de main, pour avancer. Et c'est juste extraordinaire et donc j'apprends disons que le peu que j'ai passé au Crillon, j'ai appris des millions de choses et puis on a toujours un vrai, c'est vraiment une vraie famille. J'ai vraiment trouvé ma famille au Crillon. Et parce que c'est des gens avec qui j'ai toujours contact, on a toujours des grands respects et une vraie amitié qui s'est créée avec tout le monde. Et là, il faut qu'on fasse un point passion parce qu'on partait d'un moment où on n'était pas piqué par la cuisine. À ce stade, quand on joue à ce niveau-là, il s'est passé quelque chose quand même. À ce moment-là, je me suis passionné au loti parce que le chef, c'était une cuisine qui était vraiment classique, mais des chefs passionnants et passionnés. Alors avec des cuisines beaucoup plus simples, mais une recherche de produits, des produits tous les jours frais. Donc il y avait, mais une cuisine beaucoup plus simple. Mais par contre, des gens avec une belle cuisine de palace, mais classique. Et là au Crillon, du coup, explosion quoi. Au Crillon, je fais un peu tous les postes à droite à gauche. Il y a ce côté armé où c'est vraiment militaire, où là je me retrouve dans une brigade où il y a les plus grands chefs qui existent. Et puis où il y a où on rentrait commis, au bout de 6 mois on se retrouvait premier commis, après demi-chef de partie, il y avait des grades, ça veut dire que on passait des mois moi j'ai passé des semaines et des mois à faire des pommes soufflées, des chips et éplucher des épinards. Et du coup quand on prend un step, donc après dès qu'on prend un step, on commence à tourner des légumes et puis l'autre il fait ça, après je me suis retrouvé, j'ai eu la chance de me retrouver au poisson. Donc j'étais dans le bocal où je faisais tous les poissons. Ouais. Et moi j'ai eu la chance d'apprendre ou moi ouvrir des Saint-Jacques, ouvrir des huîtres ou lever du poisson, j'étais né dedans. Donc ça c'est des choses où j'allais presque plus vite que les gens qui étaient à côté de moi. Donc du coup on gravit les échelons beaucoup plus vite et puis voilà, puis après puis les gens nous font confiance et puis on sent qu'il y a un côté camaraderie à ce moment-là avec Fréchon, avec Constant, il y avait un truc un lien très solide. Oui, tout à fait. C'est une vraie famille. C'est une vraie famille. Il y a vraiment une vraie solidarité. Il y a vraiment c'est vraiment des belles choses de la vie. Comment elle se termine cette histoire au Crillon pour vous alors? Comment on quitte cette histoire de famille? Je me dis que vous avez passé combien de temps? J'ai passé un peu plus d'1 an, mais je me dis au bout d'un peu plus d'1 an, je trouve le truc extraordinaire, mais je veux pas dire que j'ai fait le tour. Mais je me retrouve demi-chef de partie et puis il y a tous les chefs de partie qui sont en place, il y a tous les seconds qui sont en place, puis puis j'ai envie d'avancer plus vite. J'ai envie vraiment d'avancer plus vite, donc je me dis et j'ai vraiment envie d'aller dans des endroits où je suis passionné. Donc je regarde ce qu'il y a à la montagne. Et puis je regarde le Michelin, je regarde les guides, ce qui parle et on parle d'un gars qui est complètement barré, qui a à l'époque 1 ou 2 étoiles.
qui est Marc Vera et qui est déjà un peu complètement barré. Quand on dit montagne et mec barré. Voilà, donc non mais après des gens qui ont identité, des gens où j'ai l'impression que je vais avoir une révélation. Alors après, je me dis bah tiens, je téléphone, je fais une saison et puis il est quasiment pas ouvert l'hiver, mais il ouvre que l'été au bord du lac. Et donc j'appelle et donc j'arrive normalement par un coup de téléphone parce qu'il y a pas de mail, il y a pas de, il y a rien, il y a que des fax. Donc on arrivait encore à joindre les gens et à l'époque je l'ai au téléphone et il me dit 1er mars, tu viens. Donc je finis au crayon, et puis me voilà arrivé à Annecy. Là il y a les deux passions qui se rejoignent, vous retrouvez un environnement qui vous plaît. Mais c'est pour ça que j'y vais pour ça. Et à ce moment-là, je me retrouve chez Marc et je me dis je vais faire une saison là-bas, puis après on verra ce qui se passe et puis je me retrouve une saison, je refais l'hiver, je refais l'été, je refais l'hiver. Alors j'arrive là-bas en tant que chef de partie. Je prends une place de chef de partie et puis j'arrive au bout de 3 ans où disons que je deviens le 3e sous-chef. Mais il y a 2 autres sous-chefs au-dessus, donc et puis je m'entends bien, ça va, on apprend plein de choses, on évolue pas mal de choses. Il y a une vraie empreinte déjà qui est déjà nature. Il est déjà assez nature, assez proche du produit. De son territoire, mais peut-être pas encore assez. Mais il est quand même montagne. Ça veut dire que, en fait, il a une cuisine, contemporaine de ce qui se fait un peu partout. Mais il va rajouter des twists. Il va rajouter du safran sauvage. Il va rajouter de l'ail des ours. Et puis attention, à l'époque, quand on mettait une feuille d'ail des ours sur une assiette, c'était on avait révolutionné la cuisine. Donc c'était complètement différent. C'est passionnant et j'ai toujours cette approche avec le compagnonnage et donc je fais partie de la Cayenne de Genève à cette époque-là. Donc j'ai mes rapports avec les compagnons de Genève et mais malheureusement je travaille tellement chez Marc que j'ai pas le temps de m'en occuper. Et donc j'ai envie d'aller faire une petite promenade ailleurs et je suis avec Gérard Pro qui est mon parrain dans le compagnonnage, qui est avec Yves Turiès, où là j'ai envie d'aller faire j'ai l'opportunité d'aller chez mon parrain, d'aller chez Yves Turiès et Gérard Pro pour faire une saison au Grand Écuyer à Cordes. Et donc parce que je voyais que j'étais un petit peu bloqué dans la hiérarchie, puis je trouvais que je commençais à faire du travail qui devenait routinier pour moi. Ouais. Et la routine ça me plaît pas parce que ça me fait pas avancer, ça me fait pas trop avancer. Je crois qu'on a fait le tour. Exactement. Donc je me retrouve chez Yves et chez Gérard Pro. Et à ce moment-là, je fais une superbe saison été au Grand Écuyer où la cuisine c'est cool, c'est assez sympa. On fait une belle cuisine simple de autre produits, terroir pour le coup du terroir de Tarn avec un chef qui fait beaucoup pour le magazine en même temps. C'est-à-dire qu'on fait en même temps on fait marcher le restaurant, mais on fait aussi les c'est l'heure du coucou. Ouais, c'est le coucou qui est au-dessus de ma tête. Oui, c'est vrai que c'est les grandes heures du magazine en plus parce que c'était le Turiès Magazine. Mais c'est un peu pour ça que j'ai envie d'aller chez Turiès, parce que j'avais eu le contact d'y aller. Mais quand j'étais sur Paris, j'ai eu cette approche d'aller chez Marc d'abord, et j'avais toujours un coin dans ma tête d'aller voir Yves, parce que d'une part, c'est toujours pareil, il est compagnon. Toute ta profession lisait Turiès Magazine. Et quand ça sortait, on s'arrachait le magazine. On attendait la sortie du Turiès pour le voir. Et donc j'ai le plaisir de travailler avec Yves et puis au Grand Écuyer. Et l'après-midi, pendant ma coupure, je vais travailler un jour pour le magazine, ou alors je me retrouve au musée du sucre en train de tirer du sucre donc je faisais du sucre, je faisais de la pâtisserie, et entre le service du midi et du soir, je faisais la cuisine. Donc j'avais des journées pleines de travail. Mais comme le travail pour moi c'est pas vraiment du travail, c'est du plaisir.
je passe mes journées au boulot entre le matin à la cuisine, l'après-midi le travail du sucre, la pâtisserie, le soir reservice, un petit peu de magazine. Donc je fais une super saison. C'est génial. Et puis vous êtes complètement investi, vous en rendez compte, parce que vous, ça vous paraît tout à fait normal de dire ça, mais quand vous décrivez votre jeunesse tous là, vous êtes, il y a rien d'autre. Ouais, c'est nous c'est notre volonté. Je veux dire, ah bah oui, ça, bien sûr. Il y a personne qui nous pousse, et puis c'est passionnant. Je trouve que le partage, je trouve que c'est juste extraordinaire de s'élever, puis d'être à côté de personnes brillantes parce que maintenant on a tout, on a les livres, on a les réseaux, on a tout ce qui se passe, on peut le savoir. Mais c'est vrai qu'à l'époque le savoir, il fallait aller le chercher. Il fallait regarder au-dessus de l'épaule, regarder comment le gars il faisait la sauce, parce qu'il se cachait presque pour faire les jus. Donc maintenant nous on est là pour partager. C'est l'âme première du compagnon, c'est de partager son savoir aux autres, et de voir quelqu'un qui fait ce qu'on lui a appris mieux. Pour nous, c'est une réussite. Donc c'est un petit peu la transmission, c'est quand même l'âme de notre métier de cuisinier et du compagnonnage, c'est la transmission. Au bout de 8 mois au Grand Écuyer, j'ai Marc Vera qui me rappelle en me disant voilà, t'es parti parce qu'il y avait du monde au-dessus de toi. Ça s'est un peu dégagé. Est-ce que ça t'intéresse de reprendre les cuisines de l'Éridan avec moi pour avancer? Donc je dis faut qu'on discute. Donc je fais un petit aller-retour corde Annecy, puis on discute, et puis on décide d'une date, et puis on décide en tout cas je décide d'un engagement personnel, comme quoi on va aller décrocher cette 3e étoile, et après je dis une fois que la 3e étoile sera là, je veux quand même un jour ouvrir mon restaurant, donc je volerai de mes propres ailes. Ok, donc là on se destine au dernier chapitre avant le grand saut. Exactement. Et donc là, plein feu cap sur la 3e étoile avec Marc Vera. Exactement. Et voilà, donc on se retrouve. Alors au milieu, j'ai eu la chance de faire la cuisine pour les JO à Albertville. J'étais responsable de la cuisine pour Marc, où là je rencontre tous les chefs français qui passent on avait créé le restaurant le plus toqué du monde. Et tous les soirs, il y avait une région. Alors un soir, il y avait la Bretagne, un soir, il y avait les Parisiens, un soir, il y avait les Lyonnais, un soir, il y avait les Alsaciens. Donc j'ai eu la chance, le privilège de pouvoir d'avoir le contact avec Alain Passard, avec Pierre Gagnère, avec tous les chefs. C'est drôle, en marge de l'événement. Donc en 1992, tous les plus grands sont chefs venus cuisiner. J'ai reçu tous les plus grands chefs, que ce soit Bernard Loiseau, Michel Rostand, les Parisiens. Je les oublie tous, mais il y avait les Alsaciens avec Marc Eberlin, il y avait bien sûr les Lyonnais avec Paul Bocuse et toute l'équipe de Orsi et compagnie. Ils sont tous passés, que ce soit Michel Trama, que ce soit Amat, que ce soit Rollinger, enfin tous. Donc c'était vraiment moi j'avais les yeux ouverts tous les jours, je rencontrais un nouveau chef, l'olympisme de la cuisine, un gamin dans un magasin de jouets. C'était juste extraordinaire. Donc et puis tous les jours ils ramenaient une petite tour de main, un petit truc, donc j'ai eu cette chance là. Et puis après mon passage, on est resté jusqu'en 95, où en 95 on décroche la 3e étoile. Et je pense que quand on a décroché la 3e étoile chez Vera, on devait être 5 en cuisine. On se retrouve à décrocher la 3e étoile avec Marc, et on apprend ça sur le journal du dimanche, parce qu'il n'y avait pas de. On apprenait ça sur le journal du dimanche parce qu'il n'y avait pas de. Personne savait ce qui se passait. Il n'y avait pas de cérémonie. Il n'y avait pas autant de journalistes, et puis il n'y avait pas autant de réseaux. On dit que c'est opaque aujourd'hui et qu'on ne sait pas trop, mais à l'époque c'était encore plus quoi. C'était mystère, ça tombait quoi. Ça tombait sur le journal du dimanche, le dimanche matin, et comme la Légion. L'AFP, elle avait certainement les infos la veille ou l'avant-veille, et on se retrouvait
Alors on y travaillait. Ouais, bien sûr. On y travaillait, mais d'un coup ça tombe. Mais ça après, et donc en 95, on se retrouve le lendemain avec, je dirais énormément de journalistes. Par rapport à maintenant, ce serait très peu. Mais on se retrouve le lendemain avec la télé, avec plein de choses et on se retrouvait à 5 en cuisine. Donc on avait habillé les plongeurs en cuisinier parce que on trouvait que c'était ridicule de recevoir. De dire putain, ils ont eu 3 étoiles et c'était 5 en cuisine. Donc on se retrouve avec des plongeurs, des jardiniers habillés en cuisinier pour faire figurant dans la cuisine. C'est génial. Amusant. Mais on n'avait pas. C'était à l'époque où au printemps, donc au moment du Michelin, c'était des moments où il y avait pas beaucoup de clients. Et donc on recrute pour pouvoir la vague. Exactement. Donc voilà, donc c'est assez amusant. C'est assez amusant cette passation de. C'est quelque chose pour vous quand même parce que là vous êtes arrivé, vous avez gravi des échelons, vous avez pris des raccourcis, vous avez fait. Et là, d'un coup, vous êtes le bras droit de quelqu'un qui décroche le Graal et donc ce qui vous est dû aussi quelque part. Oui, enfin, moi j'étais juste comment. Enfin, juste oui. Enfin, c'est vous qui l'avez appelé. Je travaillais pour lui et c'était vraiment un objectif de vie. Ouais. Vous savez, quand on est gamin et on est avec le guide Michelin. On vénère le guide Michelin, je veux dire, on est avec, on vit avec, je veux dire, c'est une vraie, alors que ce soit le guide Michelin ou même le Goemio qui à l'époque est aussi important. Donc on se retrouve avec des guides qui sont maintenant, on a tellement de médias qui sont relayés, mais à l'époque c'est quand même violent du jour au lendemain où les gens, et je pense qu'à l'époque il devait y avoir une dizaine ou une douzaine de 3 étoiles en France. Ouais. Donc et on se retrouve du jour au lendemain propulsé. On se retrouve propulsé en Formule 1 d'un coup. Vous dites quoi, vous, à ce moment-là, de ce que vous avez fait? Vous retournez, vous regardez devant, qu'est-ce qui se passe dans votre... Je regarde devant, moi je suis passionné, j'aime la nature, donc je suis dans mon élément. On s'entend très bien avec Marc, des fois on s'engueule, mais c'est normal, c'est un couple, je veux dire, à un moment, et puis c'est quand même quelqu'un qui est assez, on va dire, qui est bipolaire. Je veux dire qui a 2 facettes, mais qui est passionnant. Donc je veux dire, un jour on s'aime, un jour on se déteste. Mais c'est la vie. C'est le jeu. C'est le jeu, et ça n'empêche que maintenant on s'entend très bien. Mais je veux dire, quand on connaît le parcours, l'homme, c'est vraiment des expériences de vie. C'était votre engagement, les 3 étoiles. Du coup, comment vous le vivez quand vous les obtenez? Est-ce que vous vous dites, déjà, je reste, je consolide, Déjà, faut la digérer. Ouais. Et puis au bout de 2 ans. Je dis à Marc, j'ai envie de voler de mes propres ailes. Et donc je suis à 2 doigts de partir au Japon m'installer. Au Japon? Ouais, parce que en 95, après la 3e étoile, on a été au Japon et j'ai eu un vrai déclic sur le Japon. Et depuis, j'y vais quasiment tous les ans pour le respect, pour la tradition, pour que des belles valeurs. Que des belles valeurs de cuisine, de produits, comme d'être humain. Donc très droit, très. C'est votre truc ça quand même. Hein, très très fidèle, très pouvoir se regarder dans la glace et puis avoir une vraie ligne de conduite. Donc je suis à 2 doigts de partir là-bas et le contrat se fait pas au dernier moment. Donc j'avais prévu de partir. Donc je pense que c'est en 96. Fin 96, et donc j'avais dit à Marc, je pars à la fin de l'été 96, je m'en vais. Et puis le truc se fait pas. Donc je me retrouve où Marc me dit si tu veux tu peux rester un peu plus, et je lui dis non, je vais trouver autre chose. J'ai dit dans ma tête, vous aviez tourné la page. C'est un objectif, j'ai envie de travailler pour moi. Et j'ai la chance avec mes amis compagnons, Guy Krenzer, avec qui j'ai passé le meilleur ouvrier de France un peu plus tard, me dit j'ai mon frère, il y a Philippe, mon frère, qui est FNB au Crillon, et il cherche un chef. Au Crillon. Au Claridge, autant pour moi. Donc Claridge. Au Claridge à Londres. À Londres. À Londres. C'est moins exotique que le Japon, mais je dis à défaut de rien, et puis il me proposait un salaire qui était assez un joli salaire. En tout cas, c'était un gros salaire. Je me souviens plus. Et vous vous retrouvez en première ligne surtout. Et je me retrouve chef là-bas, donc du resto, et
Et c'est une expérience extraordinaire parce que c'est passionnant. Londres, ça explose. J'ai la chance d'aller manger dans tous les restaurants de Londres pour goûter tout ce qui se passe à l'époque. C'est en pleine explosion. Oui, souvent la méprise, mais c'est une scène incroyable. Et à cette époque-là, au début des années 2000, ça explose. Et puis tous les concepts, je veux dire, c'était Quaglino, c'était Bluebird, c'était La Tour, c'était des restaurants très fashion, cuisine ouverte, cuisine très décomplexée. C'est surtout ça que j'ai retenu, cette vraie cuisine décomplexée où ils ont pas vraiment de racines culinaires hormis quelque chose très classique, mais malgré tout ils ont quand même une vraie liberté. Donc à ce moment-là, ça me permet de pouvoir me dire c'est génial, on peut faire tout ce qu'on veut. Je suis resté pendant 7 ans chez Marc, donc j'avais cette identité de chef de chez Marc Vera. Donc ça veut dire que si je faisais un plat et je mettais de la ciboulette, je mettais des herbes comme chez Marc. Ouais. Donc c'est vrai de se séparer, de pas s'en séparer parce qu'on aime ça, mais de s'en séparer pour avoir une vraie coupure. L'Angleterre, c'était vraiment la chose idéale. Ouais. D'avoir une vraie coupure où, voilà, donc et ça fonctionne très bien. Alors j'ai au Claridge un petit peu je suis à 2 vitesses parce que d'un côté j'ai Barbara Cartland qui vient manger avec Lady Di, avec des lords qui sont là toutes les semaines, des gens de la famille royale qui viennent, qu'on leur table, qu'on leur façon, qui nous disent il me faut un homard thermidor. Ouais. Putain, il faut faire des saumons en croûte, il faut parce qu'ils viennent chercher des codes de la cuisine française hyper établis, je me retrouve avec un petit peu de ma carte, donc ce que j'ai envie de faire, nature et libéré, et un autre côté 40% de la clientèle qui me font faire des huîtres moscovites, des asperges hollandaises, donc j'ai et des choses complètement classiques, de la Dover sole grillée, mais ça me permet d'avoir deux on va dire deux catalogues. Ouais. Et je trouve ça assez passionnant. Du coup, je travaille 2 fois plus. Et je me retrouve à être en repos le samedi dimanche, mais le samedi dimanche, je viens quand même goûter les sauces. Alors j'arrive en short, je viens goûter les sauces, voir si tout se passe bien. Je leur donne même un coup de main des fois en short et en t-shirt dans la cuisine du Claridge. C'est bon ça. Je leur casse un peu les codes qu'ils ont le code anglais mais en tout cas j'ai un très bon souvenir du Claridge et le restaurant qui vivotait très peu, on se retrouve en quelques mois à avoir une dynamique de clientèle qui revient, et on se retrouve à avoir un super article dans Tatler, un petit peu le Vogue anglais, et du jour au lendemain avec cet article sur Tatler, on se retrouve avec un restaurant qui se remplit. Puis alors et puis on commence à avoir 1, 2, 3, 4 articles, et je fais le concours Tétinger. Parce que j'aimais quand même l'esprit concours. Et le Tétinger, quand je me renseigne là-bas, ils me disent ouais, mais tu peux pas le passer en France, faut que tu le passes en Angleterre. Donc je fais le Tétinger et donc je fais le concours par rapport avec tous les Anglais, et je remporte le Tétinger à Londres. Donc je me retrouve à remporter le Français prix qui va battre les Anglais sur leur terre. Exactement. Donc il y a de la presse et puis ça. Alors je passe un petit peu ma fin de période au Claridge où je me retrouve en cuisine où c'est un peu compliqué parce que je deviens avec un petit peu de notoriété.
Et il y a l'ancien chef qui est là depuis 20 ans, et je veux pas dire que je lui fais de l'ombre, mais quand il y a un article où ils disent le chef du Claridge et ils me mettent en avant, l'ancien qui est là depuis 20 ans, et il est moyennement content. Donc j'aime pas avoir des conflits. Donc je me dis ça peut pas durer. C'est bien, mais et puis la vie londonienne, c'est génial, j'adore ça, je trouve que c'est une ville extraordinaire. Mais je me dis qu'on est quand même mieux à la montagne. Et donc après mon court passage à Londres, je me dis il faut revenir. Faut revenir. Donc j'ai une de mes amies qui est antiquaire à Megève, et je l'appelle et je lui dis puis à l'époque j'ai la chance, c'est que Megève est pas très à la mode. C'est plus, il y a eu l'époque des années 70 80, enfin 60 70 80, où c'était vraiment people, il y avait la nuit, la fête à Megève. Mais là mais là c'est vraiment un creux de la c'est 97, et c'était vraiment un petit peu le creux de la vague. Et je me retrouve avec une Catherine qui est antiquaire à Megève, qui je l'envoie un petit peu chercher s'il y a des choses, des pas de porte. Et il y a 2 pas de porte, il y a sur Megève, il y en a un sur Chamonix. J'hésite un peu, et Chamonix c'est pas dans mes budgets. J'en ai un deuxième, c'est les Enfants Terribles, mais qui sont pas dans mes budgets. Et le seul qui est dans mes budgets, c'est la pizzeria Saint-François, qui est le Flocon Village maintenant. Et donc je me retrouve à racheter une pizzeria, un pas de porte de pizzeria, avec une promesse sur les murs. Je suis assez économe, donc j'ai toujours mis un peu d'argent de côté, mais pas suffisamment pour qu'ils me prêtent de l'argent pour acheter le fond et les murs. Donc j'hypothèque la ferme de mon grand-père. Ah ouais, pour la pizzeria. Pour racheter ça. Et je me retrouve du jour au lendemain avec 20 cuisiniers au Claridge. Du jour au lendemain, on se retrouve à deux en cuisine avec un serveur. Petite anecdote, j'ai quand même trouvé mon épouse. Oui, c'est passé quelque chose entre Londres et le retour. À Londres, j'ai la chance de rencontrer Christine, qui travaille au Claridge. Qui est un peu ma secrétaire. Enfin, je sais pas si elle aimera le mot, mais en tout cas, elle travaille. On oublie, on voilà. Coupe. On a eu 3 étoiles, Marc Verra, on veut voler de ses propres ailes, et pizzeria. À quoi elle ressemble cette pizzeria ? La pizzeria, elle ressemble à ce que peut ressembler une pizzeria. Ça veut dire une vieille moquette rouge, et puis un grand four à pizza à l'entrée du restaurant. Tout ce qu'il y a de classique. Alors et c'est une pizzeria qui certainement la seule du village, et qui fonctionnait bien dans le village. Et je me souviens que les premiers mois d'ouverture, où les gens s'asseyaient à table, et ils ouvraient la carte et ils disaient mais il y a plus de pizza. Ouais. Ah bon? Bon on s'en va. Hop, et j'avais des tables qui s'asseyaient. Parce que vous, l'ambition, c'est de faire un vrai restaurant et proposer votre cuisine. Avant tout au démarrage, on ouvre à 2, donc on a une cuisine qui est simple, une cuisine de produits, mais comment des produits, une cuisine, on va dire plus sur la bistronomie. Que sur la grande cuisine, parce que quand on se retrouve à 2 en cuisine, on peut pas envoyer. On est limité par nos mains à faire une cuisine honnête, mais simple. Comment est-ce que vous pouvez m'expliquer comment on passe concrètement d'une pizzeria à un restaurant? Parce que j'ai lu quelques lignes hier de cet épisode où on se retrousse un peu les manches, où on est en famille, où on doit transporter des gravats. C'est un moment.
disons qu'on n'a pas qu'un métier, on a plein de métiers. On se retrouve un petit peu multicarte à gérer un petit peu tout, que ce soit la comptabilité, comme les achats, comme la lessive, enfin plein de choses qui peuvent. Je me souviens que je lavais mes serviettes et les nappes du restaurant la nuit entre les services. Donc après c'est les débuts. Je veux dire, les débuts c'est des fois difficile, c'est toujours c'est bien de se retrouver un petit peu, de se retrancher dans son confort, enfin sortir de son confort, aller vers dans le dur. Le fait de se dire voilà, on a la démarche de prendre ses responsabilités. C'est un risque, mais après c'est une liberté aussi, parce que la liberté ça a pas de prix. C'est un saut tout de même, parce qu'il y a eu Marc Vera, il y a eu Londres. Je veux dire, quand on passe de Lady Di qui est dans la salle d'à côté à la pizzeria à Megève, parfois peut-être que le soir on se dit est-ce qu'on doute parfois dans ces moments-là? Doute peut-être un peu, mais le doute ça fait partie aussi. C'est bien d'avoir un peu de doute. Hein. Je suis jamais sûr de moi, donc j'ai pas l'impression je suis jamais à me dire tiens on est arrivé, on est bon, je suis toujours à me remettre en question en permanence, donc ça change rien. Après oui, il est clair que quand on fait, il y a une prise de risque. Mais le risque, c'est quand même aussi ce qui est intéressant dans la vie d'un cuisinier, de voler de ses propres ailes, de prendre ses responsabilités, de faire ses choix. Et moi je dis toujours, la liberté ça a pas de prix. Mais la prise de risque, oui, il y a un moment où il faut faire le pas. Alors partout où j'ai travaillé, que ce soit au Claridge ou chez Marc ou même avant, j'ai toujours travaillé comme pour moi. J'ai jamais travaillé en me disant bah tiens je travaille pour quelqu'un, je travaille pour un groupe. J'ai toujours travaillé comme si pour c'était moi. votre affaire. Comme si c'était mon affaire. Donc quelque part, ça m'a pas changé dans mes habitudes, dans un confort de vie. J'ai toujours travaillé comme pour moi. Donc après, on a plus de responsabilités. Ça veut dire qu'on n'a pas que la cuisine. On a plein d'autres choses qui gravitent autour, qui font que ça. Mais c'est intéressant. On a d'autres ouvertures d'esprit qui sont enrichissantes. Comment on passe du elle est où ma 3 fromages, moi je m'en vais, à je reste parce que cette proposition m'intéresse? Comment on fait que sa clientèle commence à trouver son intérêt? Comment on fait oublier la pizzeria et comment on s'impose petit à petit sur la scène à Megève? Parce que ça va durer quelques années cette histoire de pizzeria. Ouais, non, enfin, la transition se fait assez bien. Alors je reste au travail, ça veut dire que je reste toujours dans ma cuisine. J'ai un bel accueil, bel accueil dans le village par rapport à mon travail. Alors c'est pareil, hein, step by step, on s'installe, on apprend aux gens que c'est plus une pizzeria, mais qu'on fait une bonne cuisine simple et adaptée à 2 personnes en cuisine. Et puis après quelques mois après on se retrouve à 4. Mon épouse me rejoint quelques mois après parce qu'elle avait continué à travailler au Claridge. Donc elle me rejoint au printemps. Et puis voilà, puis tout se construit doucement, on brûle pas les étapes. On se retrouve peut-être à 4 ou la saison suivante, puis à 6 la saison d'après. Et puis on se retrouve au bout d'un moment où on est 4 en cuisine et puis 3 en salle. Donc ça fait, parce que la salle du Flocon Village est petite, donc on se retrouve déjà avec une petite équipe qui commence à se structurer. Et puis au fur et à mesure où on structure, on augmente un peu le niveau. Et puis voilà, puis tout se passe bien. Il y a un bon retour des clients qui sont qui reviennent. Et puis le restaurant assez rapidement arrive à être complet tout le temps. Puis après en 2001 on décroche une étoile et puis ensuite une deuxième étoile
Entre-temps, le meilleur ouvrier de France en 2004. Là vous enchaînez là comme si c'était normal tout ça, mais ça fait là c'est une séquence qui est quand même très particulière parce que ça y est, vous êtes seul, vous êtes chez vous, il y a 2 étoiles qui tombent, vous vous confrontez à un des concours les plus exigeants qui existent, meilleur ouvrier de France, et tout s'aligne et tout fonctionne. Vous ressentez quoi dans ces Oui, enfin, tout s'aligne. Enfin, ça tombe pas du ciel, hein. Oui, c'est du travail, c'est de la détermination, c'est de la rigueur. Mais le concours de meilleur ouvrier de France, je l'avais essayé 2 fois avant. Je l'avais essayé une fois en 95. Mais comme souvent là. Je l'avais essayé une fois en 95. J'étais vraiment pas passé loin. Après, je l'ai réessayé en 2000 ou 2001. Et là, j'ai carrément loupé ma qualification. Et puis en 2004, je le retente et puis ça se passe, je trouve assez facilement entre guillemets. La timbale de macaroni. Oui, la timbale de macaroni, les soufflets tomates et courgettes, le soufflet pomme, enfin et là ça le marche. Cochon, le millefeuille de légumes. Ça, tout se déroule facilement. Après, vous savez, il y a des jours dans les concours où tout glisse, tout va bien. Et puis il y a des jours où on est plus dans le dur. Ouais. Le jour de 2004 où j'ai passé le concours, ça a déroulé vraiment, c'était vraiment, tout s'est déroulé facile, que ce soit la demi-finale, le machin, je veux pas dire que ça a été facile, mais ça s'est bien passé. Alors j'étais dans de bonnes conditions, puis après c'est les concours d'un jour, hein. Dans ma vie professionnelle, quand j'ai été piqué cuisine, c'était j'ai toujours ce petit rêve de se dire voilà, quelqu'un comme Robuchon, c'est un objectif, donc d'être compagnon, d'être meilleur ouvrier de France, d'avoir 3 étoiles, de transmettre. Ça c'est un petit peu, je pense qu'il faut vivre avec des rêves. Mais vous pourriez transmettre sans avoir des titres. Oui, on peut. Vous avez envie, oui. vous êtes concours quand même. Ouais, c'est un truc qui vous challenge. Je suis assez concours. Ça veut dire même si je fais du ski avec des copains, on a tous envie de gagner. Je veux dire, on est assez concours, mais après c'est bienveillant. C'est pas pour écraser les autres. C'est juste pour c'est le challenge. C'est le challenging. Et notre titre de meilleur ouvrier de France ou les 3 étoiles au Michelin, c'est naturel. On veut pas surjouer les titres. On veut que ce soit naturellement. Ça veut dire qu'on va pas en surjouer. Et puis faut que ça se fasse comme on change rien à notre qualité de vie, on change rien à notre qualité de travail. On reste pareil. Ça fait partie de la course. Ça fait partie de la course. Moi, je veux que mes clients se rappellent de ma cuisine en se disant, voilà, chez Renaud, on a mangé ci, on a mangé ça, et puis il y a vraiment une vraie signature dans l'assiette. Et ça, pour moi, c'est important. C'est important de pas se retrouver avec une cuisine de produits ostentatoires où on pourra la manger un peu partout, malheureusement. Voilà. Donc moi, je suis vraiment attaché au terroir, alors encore plus moins cette période parce que c'est un petit peu entre les 2 saisons, mais encore plus cet été par rapport à nos jardins, à nos producteurs, à nos pêcheurs. Comment on passe du flocon village au flocon de sel? Comment elle se fait cette charnière? Comment elle s'opère? À quel moment vous décidez de passer un step? La 2e étoile doit forcément vous... Alors à la 2e étoile, oui, mais je me retrouve à être un petit peu engoncé. J'ai pas de place. J'ai la chance. Il y a du monde maintenant tout le temps. Oui, il y a du monde tout le temps. Je suis surbooké, j'ai pas de place dans le restaurant. Ça veut dire qu'on est presque obligé de faire une équipe qui est décalée parce que la cuisine est tellement petite
qu'on peut pas tous travailler en même temps dans la cuisine. Donc il y en a qui attaquent plutôt le matin et qui travaillent pas l'après-midi, et il y a l'après-midi qui travaille pour être. Donc on optimise les horaires parce qu'on peut pas être tous en même temps en cuisine. Ça, j'avais jamais encore entendu, de faire des shifts en fonction de la taille de la cuisine. Ah oui, mais on n'avait pas, donc on était obligé de travailler moitié-moitié, une partie le matin, une partie l'après-midi, parce que là, pour la mise en place sur la cuisine. Bien sûr. Et à ce moment-là, j'ai la chance d'avoir mon copain Nicolas Lebec qui est chez les Cibuets, qui me prête qui me prête une place de chambre froide aux fermes de Marie. Ça veut dire qu'en plus j'ai aux fermes de Marie une espèce d'étagère où j'ai des produits. On délocalise, ok. Voilà, parce que j'ai pas de place dans mes frigos. Ouais, c'est drôle. J'ai aussi le fait que j'ai mes jardins, donc mes jardins qui sont aussi délocalisés sur Pras-sur-Arly, enfin sur la route sur Megève et sur la route de Pras, où j'ai mes jardins où je cultive toutes mes herbes aromatiques. Et à ce moment-là, je me dis, il faudrait quand même que je trouve j'ai envie de changer de place de restaurant. Donc je cherche à droite, à gauche, différents endroits pour trouver un endroit un peu plus gros, pour avoir un peu plus d'espace. Mais au démarrage, j'ai pas le projet d'ouvrir un hôtel. C'est plus d'avoir un restaurant un peu plus grand, des jardins autour, et peut-être une ou deux chambres ou 3 chambres autour. Et puis je me retrouve avec un de mes clients qui est Monsieur Collet. Et puis et un de mes copains, Jean Roulant, qui me dit tiens, il y a Monsieur Collet qui vend l'auberge du Grenant, donc un restaurant qui avait brûlé 2 ans avant, et qui me dit il reconstruira pas, mais si tu veux il veut s'en séparer. Donc je décide de racheter non pas un restaurant, mais je décide de racheter une maison brûlée avec un terrain autour. Donc on fait un restaurant à taille humaine, plus grand bien sûr que ce qu'on avait dans le village. Et on va voir nos voisins pour leur dire voilà, on a ça comme projet, on va poser le permis de construire. Et les propriétaires voisins nous disent mais si vous voulez, le terrain qui est là, on peut vous le vendre. Donc en fait j'avais acheté 1400 mètres carrés de terrain. Et les clients qui sont autour me disent mais si vous voulez il y a 3000 mètres encore à acheter en plus. Et donc on réfléchit puis on se dit tout compte fait on va peut-être pouvoir y racheter, et au lieu de faire juste un restaurant avec 2 chambres, on pourra faire quelques chambres, et donc du coup le projet est né comme ça. C'est-à-dire qu'au démarrage on n'avait qu'un restaurant, et en allant voir les voisins qui nous vendent le terrain, on se retrouve avec un projet qui est plus grand. Oui, qui est plus grand. Voilà, décembre 2008, on ouvre avec quasiment 60% des chambres finies, et on finit le reste au printemps de l'année d'après. On se retrouve à 4 km du village, au milieu d'un pré, donc les clients nous suivent, mais il faut se faire la clientèle pour l'hôtel, et puis c'est un nouveau départ. Et puis faut raccrocher les 2 étoiles aussi, donc une fois quand on a une cuisine qui fait 4 mètres carrés, puis qu'on se retrouve avec une cuisine qui est grande, il faut apprivoiser la cuisine pour se mettre. Après c'est notre travail de tous les jours, donc on apprivoise la cuisine, et puis on évolue tranquillement. Ça reste une évolution de travail naturel. Ouais. On sent que chez vous il y a ça, ce truc de, en fait, on est là pour travailler et on va y aller de manière progressive. Voilà, on n'essaye pas de se dire, on va faire ça en 6 mois ou non. Ça évolue, puis voilà, mais c'est mieux d'y aller tranquille, de construire avec les équipes, et puis d'avoir des gens qui nous suivent. Parce que c'est vrai que quand on part d'un endroit dans le village, on change, et puis quand on a un restaurant, ça veut dire que le soir quand on ferme, c'est fermé, mais quand on a un hôtel, c'est H24. Ouais. Je me souviens la première année où je dormais quasiment tous les soirs ici pour faire. Je faisais veilleur de nuit, j'étais multicarte. Mais drôle. Après on apprécie aussi le travail, on l'apprécie. Des années après ça, qu'est-ce qui compte pour vous aujourd'hui? Le Flocon de Sel, c'est une adresse qui est devenue une institution. Tout le monde connaît le Flocon de Sel, pour peu qu'on s'intéresse un minimum à la gastronomie en France et même dans le monde. Aujourd'hui, moi, je regarde autour de moi, je vois des potagers, des poules, je vois du gin. Qu'est-ce qui vous fait vibrer aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous amuse? Au-delà de la cuisine, qui évidemment, j'imagine, est une forme de constance.
d'enfoncer le clou pour les circuits courts. Dire je pense qu'on est certainement dans les restaurants où on est vraiment en circuit ultra court, où on fait attention à notre façon de travailler, à nos produits, à d'essayer d'être le plus le moins impactant pour la planète. Pas pour se dire on a un label. Je veux pas dire qu'on s'en fout des labels, mais juste juste pour nous, et puis former les jeunes pour qu'il y ait un vrai message dans le travail où on fait attention à tout, où on est économe sur les garnitures, économe sur les épluchures. On retraite tous nos déchets, on met nos épluchures, on les file aux poules, on fait notre compost pour nos jardins, mais c'est que ce soit une façon de vivre. Ça renoue un peu la boucle. Aujourd'hui, je vous vois, vous avez 3 étoiles et un col bleu, blanc, rouge, et en même temps, je me rappelle du début du récit où vous dites, moi, je commence à aimer la cuisine, mais j'aime aussi l'environnement, et je vais d'abord même choisir mon environnement avant même de savoir ce que je veux faire dans ma vie. Moi, c'est la montagne, moi, c'est la nature et les choses comme ça. Et aujourd'hui, il y a une forme de symbiose comme ça dans votre discours entre la prise de conscience environnementale, ce qui vous entoure, et votre travail en cuisine. Disons que maintenant, je pense que tout ce qui est nature, bio, no plastique, enfin tout ce qu'il peut y avoir comme label, c'est que du marketing. C'est un peu du greenwashing. Et je préfère le faire naturellement sans que ce soit un outil de marketing pour la com. On va pas surjouer le fait de faire attention à aller couper nos herbes, de faire ça. Il y a pas besoin de on n'en parle pas, on le fait. Puis, voilà, on n'en parle pas, on le fait, et puis voilà, ça se sait, et puis les personnes nos clients, on a la chance d'avoir quasiment 80% d'habitués. Alors, il y en a qui viennent 10 fois dans l'année, il y en a qui viennent une fois par an, mais en tout cas, on a quasiment que des habitués. Et ils nous font confiance. On a des clients où on a vraiment un vrai échange, et je trouve que c'est enrichissant parce que il y a pas beaucoup de métiers où on part d'un CAP de cuisine et on arrive à rencontrer les plus grandes personnalités de la planète, les plus grands sportifs, les plus grands chanteurs, stars des gens qui sont sous les feux de la rampe, et nous avec notre simple métier de cuisinier ou homme politique qui vous disent merci chef, c'était super, dire cette accessibilité d'arriver avec notre métier de cuisinier de partage, de pouvoir toucher tout le monde. Ça veut dire qu'on peut j'ai aussi bien une super relation avec des hommes politiques étrangers brillants comme le facteur. Bien sûr. Donc c'est super parce qu'on a tout le monde. Et moi j'ai des anecdotes où je vois des gamins, j'ai vu des gamins il y a 25 ans qui venaient avec leurs grands-parents ou leurs parents, et ils devaient avoir 6-8 ans. Et là ils viennent ici se marier ou présenter leur future femme, ou ils viennent avec les enfants, et je les ai connus à leur faire des barbes à papa dans le restaurant. Donc ça, je trouve que c'est marrant parce que ils ont des souvenirs, et ils ont des souvenirs d'enfance qu'ils veulent transmettre à leurs enfants. Quand on a justement établi quelque chose comme ça, une institution, quand on a poussé sa cuisine à un niveau qui est reconnu par tous comme celui de l'excellence, on a envie de quoi? C'est quoi qui vous fait envie? Comment vous vous projetez dans les années à venir? C'est quoi votre perspective? Déjà, je laisse les choses faire comme elles vont. Après, j'ai un petit peu dans l'esprit de dire de pas aller trop loin, je me vois pas à 70 ans en cuisine. Voilà, alors peut-être que j'y serai encore, ou peut-être que je la ferai différemment, mais en tout cas je veux pas me forcer à rester en cuisine tout le temps. J'ai envie d'aller à la chasse avec mes copains, à la pêche, aller aux champignons, aller faire de la montagne avant d'être complètement grabataire. J'ai pas envie d'arrêter la cuisine parce que j'arrive plus à marcher et puis que j'ai mal au dos et me retrouver dans une maison de retraite. Non, j'ai envie de m'arrêter un petit peu avant pour pouvoir profiter, mais tout en restant au travail. Alors je sais pas comment j'effectuerai ce virage, si je le ferai dans 2 ans, 5 ans, 10 ans, mais en tout cas ça dépendra. J'ai pas de deadline.
J'ai rien de prévu. J'ai encore des projets. On a une ouverture d'un bistrot certainement cet été. On a une ouverture d'un restaurant sur les pistes l'année prochaine, enfin l'hiver prochain. Donc j'ai plein de projets dans les tuyaux. Il y a 2-3 trucs à faire. Voilà, mais c'est des projets plaisir. Ouais. Et puis où j'aime bien que les gens qui travaillent avec moi s'investissent, prennent partie dans les entreprises pour qu'il y ait une continuité. Je voudrais pas dire tiens je travaille et puis le jour où j'arrête je laisse tout le monde sur le carreau. Voilà, donc je veux que ce soit une vraie transmission sans se presser. Il y a pas de on est tranquille, on a plein de projets, on a plein de trucs qui vont arriver dans les mois à venir. Donc et puis l'important c'est de vivre avec ses rêves, vivre avec des projets. Et puis jamais s'arrêter, mais vivre différemment. Il va s'arrêter, ou ralentir, ou faire différemment. Ce qui est sûr, c'est qu'il ne fera jamais rien à moitié et que tout chez Emmanuel Renault respire une forme de rigueur naturelle. L'excellence qu'il a atteinte, je ne sais pas si vous êtes dit ça, mais elle ne semble pas avoir été rejointe dans la peine. Le travail qu'il a accompli est pourtant colossal. Les heures passées, l'engagement en cuisine pour gravir les échelons, dans les concours, puis dans ses restaurants jusqu'à décrocher des récompenses, semble avoir été une continuité évidente, un cheminement progressif, constant. Parfois, certains chefs sur leur parcours rencontrent des obstacles qui les font mettre genoux à terre. Parfois c'est dans le travail, parfois c'est dans la vie et leur histoire se construit ainsi. Mais je suis très impressionné par ces hommes qui ne cessent d'avancer et de progresser. Car même si aujourd'hui Emmanuel Renault est au sommet, il y a toujours chez lui une forme d'intranquillité. Face à moi, il parle, mais son esprit, je le vois parfois, se dit qu'il faut penser à telle chose. Son regard décroche et avise le geste d'un membre de sa brigade, car bien entendu, il n'a pas lâché sa cuisine des yeux durant tout l'entretien. Cette présence, cette attention constante, cet engagement s'inscrit dans tous les instants. Alors quand on a la chance de découvrir sa cuisine, on comprend et dans chaque plat, on perçoit cette extrême attention. Parce que oui, c'est extrême. Je n'ai pas eu le temps de débriefer mon dîner avec le chef et je crois qu'il m'a juste demandé si ça s'était bien passé, si c'était bien. On essaie tous de faire bien. Parfois, on essaie de faire au mieux. Mais il y a autour de nous des gens comme Emmanuel Renault qui disent qu'eux aussi, simplement, ils font leur travail, qu'ils le veulent justement bien fait. Sauf que les gens comme ça, ils pensent faire bien, alors qu'ils écrivent une certaine idée de la perfection. Merci à tous de nous avoir suivis. N'hésitez pas à nous donner votre avis sur les plateformes ou sur notre Instagram, @chef_podcast. J'aime bien vous lire et vous savez, je réponds à tous vos messages. Si vous ne l'avez pas déjà fait, mettez-nous une note, 5 étoiles, c'est l'idéal, et parlez-en autour de vous. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode, une nouvelle histoire, un nouveau chef. Salut!